Dernière édition de la mi-journée de cette semaine. Bonjour et merci de nous rejoindre. Dans ce journal, retour sur la présentation de politique générale du Premier ministre Lassina Zerbo. Hier à l'hémicycle, son plan d'action s'est articulé autour de 4 grands axes qui ont trouvé l'assentiment de la majorité des députés. Dans un instant, reportage et analyse des grands points de cet exercice constitutionnel. Le monument de Bobo Dioulasso représentant un silure, emblème de la ville de Sia, à la une de ce 13h également. Face aux critiques des populations, le maire de la commune a annoncé hier dans la matinée le déboulonnement du monument. À l'en croire, il sera érigé conformément aux attentes des citoyens. Nommé le 10 décembre dernier, le Premier ministre Lassina Zerbo a présenté hier sa politique générale à la représentation nationale, conformément à l'article 63 de la Constitution. Dans sa déclaration, Lassina Zerbo a partagé avec les députés les grandes priorités de son gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance publique. La question sécuritaire, la réconciliation nationale, le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine et la lutte contre la corruption sont les priorités du Premier ministre. Sanata Siri, Maxime Jean-Hugues Bambara. Nos priorités, nous les connaissons. Et nous devons les mettre en œuvre assez rapidement au bénéfice de nos populations. Et trop souvent, nos actions ont été réduites à la gestion de crise et des urgences. Mais nous devons savoir nous projeter dans le long terme. Nous devons apprendre à planifier une politique économique, apprendre à identifier les potentiels de croissance futurs et savoir faire l'analyse des futurs possibles à des fins de détermination stratégique de l'action publique. En somme, de définir ensemble une ambition bâtie autour d'une vision qui transcende les générations. C'est pourquoi j'ai inscrit en bonne place la question de la prospective et de la veille stratégique au cœur de ma politique. Pour la concrétisation de cette vision prospective, notre pays va avoir besoin d'une politique étrangère forte, efficace, habile à contracter des alliances solides et diversifiées dans les domaines politiques, militaires, économiques, scientifiques et technologiques. Dans ce sens, mon gouvernement va particulièrement s'atteler à bâtir et renforcer des relations extérieures à même d'accélérer la transformation du Burkina dans la paix, la sécurité et dans le respect de sa dignité. Pour ce faire, il apparaît indispensable d'orienter notre politique étrangère autour des piliers ci-après. Le leadership affirmé de notre pays dans les organisations d'intégration régionale pour favoriser le développement de projets régionaux structurants. Une diplomatie qui exploite les avantages que peut représenter la diaspora en termes de force de proposition et de partage des meilleures pratiques internationales dans nos secteurs prioritaires. Une diplomatie publique, à l'écoute, qui communique sur nos choix et qui renforce l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Dans le contexte qui est le nôtre, vous conviendrez avec moi et mon gouvernement qu'aucun acte positif posé, aucun indicateur sectoriel amélioré n'aura assez de reconnaissance de la part de nos concitoyens tant que la situation sécuritaire restera volatile, incertaine, sans victoire probante. Seuls compteront véritablement demain les solutions durables sur le front sécuritaire. Nous sommes un gouvernement de combat, un gouvernement de guerre, vous l'avez dit, avec des objectifs très clairs. Nous mènerons le combat avec la contribution de tous. Je tends donc la main à vous, représentants du peuple. Je tends la main aux partenaires sociaux, aux forces vives et à tous les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora pour que chacun s'implique le plus sincèrement possible dans les chantiers de sécurisation et de transformation de notre pays que je vous propose.
Voilà, vous venez d'entendre un bout du discours du Premier ministre Lassina Zerbo. Ces propos ont été recueillis par Maxime Jean-Eudes Bambara. Et justement, les grands axes de cette politique générale du Premier ministre a fait l'objet d'une analyse approfondie de notre spécialiste des questions politiques. Hier, au journal de 20h, Bernard Bougman s'est surtout apaisanti sur la question sécuritaire. Un rappel sur le plan sécuritaire, le Premier ministre annonce des mutualisations, des actions entre tous les groupements des forces de défense et de sécurité, la prospective et la veille stratégique. Lassina Zerbo est revenu sur l'effort de guerre annoncé par le président du Faso. Ces annonces sont-elles à la hauteur des attentes des Burkinabés? Voici pour vous l'analyse de Bernard Bougman. Il y a aussi la volonté de relire les lois qui encadrent les VDP. Parce que la loi qui encadre les VDP dit dans ses dispositions que les VDP ne doivent agir que dans leur terrain. Alors qu'aujourd'hui, on voit des VDP qui sortent de leur territoire d'origine, qui sécurisent et qui vont au-delà de leur lieu. Donc, qui traversent des localités qui ne sont pas les leurs normalement. Ensuite, il n'est pas permis aussi aux personnes, aux VDP, à des personnes qui sont dans d'autres localités, mais qui voudraient se faire enrôler comme VDP de venir pouvoir le faire. Là, c'est la prudence qui avait guidé ce choix. Que ce soit des natifs de la localité pour éviter effectivement cette infiltration parce qu'on ne sait pas qui peut venir avec quelle intention. Donc ça, c'était déjà ça. L'autre aspect, c'est aussi la relecture de la loi portant programmation militaire parce que ces deux lois-là ont déjà fait du chemin, ont déjà montré des limites et qu'il faut revoir. Troisième revue aussi, c'est la loi qui porte sur les pupilles de la nation. Ça demande également à être revu pour plus d'efficacité. Ça, c'est déjà le dispositif à voir sur le plan législatif. Alors, l'autre aspect sur les questions sécuritaires, c'est aussi la volonté de mettre de l'argent dans le développement. Il y a déjà le plan d'urgence sur le Sahel qui est en avance, le POSUD. Mais il y a aussi le programme d'appui au développement des économies locales. Donc, à travers effectivement ces deux entités, le Premier ministre annonce qu'il y a 20 milliards qui vont être 20 milliards 447 millions de francs CFA qui vont être éjectés dans le plan d'action et de renforcement de la résilience des populations de l'axe Guibo, Tobé, Mengao. Plus de 58 milliards qui sont déjà mobilisés, comme on appelle ça, sur l'axe Ouaga, Kayadouri. Parce qu'aujourd'hui, l'axe Kayadouri, il faut travailler, il faut faire un effort pour ne pas perdre l'axe là. Parce qu'il y a déjà des tentatives par rapport à cet axe là. Il y a plusieurs autres axes. Je ne pourrais pas passer mon temps à citer effectivement ces intentions-là. Mais déjà, j'ai dit, c'est rassurant dans le discours. Reste à savoir, par rapport maintenant à la mise en œuvre, par rapport à des actions concrètes, est-ce que l'argent est déjà mobilisé et disponible pour travailler? Est-ce que notre lenteur administrative va faciliter plus de célérité dans l'exécution des actions? Est-ce qu'on aura également la vigilance de choisir des entreprises crédibles et capables d'assurer dans les délais? Parce qu'il y a tout ça pour pouvoir rassurer les populations. Donc, non seulement il y a un dispositif organisationnel, il y a un dispositif d'appui par rapport au développement qui, de mon point de vue, rassure. Maintenant, on attend les résultats terrain. Mais pour terminer sur ces questions sécuritaires, c'est aussi qu'il dit on a une stratégie, mais on ne la dévoilera pas parce qu'on ne peut pas dévoiler cette stratégie-là devant l'Assemblée nationale. Il dit je ne doute pas de la qualité de cette auguste Assemblée, mais nous sommes suivants à Mondovision et je ne voudrais pas prendre ce risque. C'est quand même responsable aussi, je pense. Toujours sur cette même actualité, après l'analyse de Bernard Bougman, je vous propose la réaction des députés sur la politique générale du Premier ministre. C'est un discours qui a trouvé l'assentiment de la majorité des députés hier. On les écoute au micro de nos reporters. Il faudra féliciter le Premier ministre parce qu'il est dans le délai, comme les textes disent, les 30 jours avant, et il est resté dans ça. Il a su décliner le contexte. Quel contexte? Vous le savez très bien. Et quand il parle d'énergie, nous parlons d'industrialisation. On ne pouvait pas développer avec l'électrification. L'électrification, c'est tout autre chose. L'énergie, c'est tout autre chose également. Donc, il a su faire la part des choses. Et le fait de mettre au centre de ses préoccupations la réinstallation des déplacés, je pense que c'est déjà une très grande chose. Bon, il faut dire que c'est un bon discours. On l'a tous écouté. Il a un peu touché tous les domaines, du social à la sécurité. C'est bien. Ben, on va attendre voir, on va lui accorder en tout cas des crédits pour voir comment il va dérouler ce programme-là et comment il compte mener à bien toutes ces
comment dirais-je, c'est les grands points qu'il a soulevés parce qu'il y a 4 grands axes là-dedans. On va attendre voir. Nous avons maintenant apprécié le contenu de sa déclaration. Il a particulièrement insisté sur la sécurité et le problème des personnes déplacées internes. Il s'agit d'une déclaration qui est, il faut le dire, qui est ambitieuse. Mais le plus important ici, c'est les urgences du moment. Et nous pensons qu'il a particulièrement insisté sur les urgences du moment. Et pour nous, comme certains honorables députés l'ont dit, nous ferons le bilan dans les 6 mois ou dans les 1 an donc à venir pour voir quels sont les pans de sa déclaration qui ont pu être mis en œuvre. Ce n'est qu'un discours de politique générale. Le Premier ministre a dégagé les grandes lignes de sa politique générale. Et nous prenons acte. Ce qui est bien à dire, c'est que nous avons compris qu'il a compris que la priorité des priorités reste la recherche de paix et de sécurité pour les peuples meurtris. Il a mis l'accent sur cela. Nous l'attendons sur le terrain. Malheureusement, nous savons que depuis 6 ans, à chaque fois, ils font des déclarations. Ensuite, ils plongent eux-mêmes dans le laxisme et dans la corruption. Et ce serait dommage. Et cette fois-ci, je pense qu'ils jouent leur dernière carte. Il a abordé les grandes préoccupations des populations et il manque les moyens humains et financiers pour le mettre en œuvre. Bon, et avec en tout cas l'accompagnement des uns et des autres et aussi avec l'amélioration de la situation sécuritaire parce que tout est dépendant de ça. Si nous avons la paix, ça peut être réalisé. Et je pense bien que chacun doit prier pour cela parce que le Burkina ne peut être paisible qu'avec l'accompagnement de tous. Maintenant, on va à la découverte de la réaction des citoyens sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Lassina Zerbo. Vous le savez déjà, cet exercice est voulu par la Constitution. En son article 63, Lassina Zerbo n'a donc pas dérogé à cette règle. C'était un moment décisif pour le pays, mais qui visiblement n'interpelle pas beaucoup les Ouagalais. Regardez. On ne voit plus rien de concret. De nos jours, tout ce que le gouvernement nous en parle, il n'y a rien qui est fait. Donc on en a marre. Bon, actuellement, chacun se cherche. Donc, on a assez écouté les discours, les promesses, et rien n'est fait. Donc, actuellement, nous, on se consacre maintenant juste à ce que nos familles mangent seulement. On n'a plus besoin d'écouter leurs discours. Personnellement, je n'ai pas suivi le discours d'orientation politique du Premier ministre. Alors, je peux dire d'autant plus que ça ne m'a pas retenu l'attention. Ça ne m'a pas retenu l'attention du fait que nous avons toujours enregistré plusieurs premiers ministres qui sont passés avec des discours d'orientation, mais dans les faits et dans les actes, on n'a pas eu grand changement. Donc pour moi, ce n'est pas un événement qui me retient l'attention au point de prendre mon temps pour le suivre. D'abord, il parle de l'éducation civique, il dit que ça serait obligatoire dans tous les trucs là, les enseignements. Bon, pour moi, ça veut dire que c'est la question de l'incivisme que je veux résoudre. Voilà, mais pour moi, c'est le problème mal posé. Pour moi, c'est l'exemplarité en fait. Il faut que du sommet de l'État puisse avoir de l'exemplarité. Les grands axes, ils ont parlé de la lutte contre la corruption, le retour de la paix, le retour des déplacés internes chez eux. Il y a la réduction du train de vie de l'État, un truc comme ça. Et la lutte contre la corruption et les enrichissements illicites. Je pense que c'est globalement ça. Mais bon, dans le fond, ce n'est pas des axes. Parce que la corruption, les enrichissements illicites, tout ça, c'est même la question de l'insécurité, tout ça, c'est lié à la mauvaise gouvernance. Donc, en gros, il fallait simplement dire qu'on allait bien gérer, mais ce n'est pas un discours nouveau. Voilà. Avant lui, il y a beaucoup qui ont fait les mêmes promesses et autres, mais dans le fond, il n'y a rien.
Voilà, ce sont des propos recueillis par Saint-Ger Kouma. On poursuit cette édition. Dans le cadre des relations institutionnelles, l'Office national d'identification ONI a reçu la Commission électorale nationale indépendante CENI pour une visite de travail. La CENI a tout d'abord eu droit à la présentation de cette institution avant de procéder à une visite guidée des services de l'ONI. La délégation est satisfaite du travail de l'Office national d'identification ONI. Le point avec Mamidriana Kamabo. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante dans les locaux de l'Office national d'identification. Élisée Ouetraogo et ses collaborateurs sont venus s'imprégner des conditions de production de la carte nationale d'identité burkinabé et du passeport ordinaire. Avant de procéder à une visite guidée de service de l'ONI, la CENI a eu droit à la présentation du rôle de cette institution. Après ce bref aperçu, place à la visite de la salle de production des cartes nationales d'identité burkinabé au service de la biométrie en passant par celui des investigations au service de la production des passeports. Tous ces départements ont reçu la délégation. Les responsables de la CENI se disent satisfaits du travail de l'ONI. Nous avons vu tous les mécanismes de contrôle à la fois biométriques, alphanumériques et également le contrôle qualité qui est effectué par les agents pour s'assurer que évidemment les CNIB qui sortent sont de qualité. Nous avons vu aussi un service qui gère, on va dire, les situations litigieuses pour veiller à ce que évidemment ceux qui ont des situations douteuses, il puisse y avoir également des issues favorables à cela. La carte nationale d'identité burkinabé ainsi que le passeport sont des documents indispensables lors des scrutins. Ces documents donnent également accès au fichier électoral. Et depuis sa création, plus de 14 600 personnes figurent dans la base des données de l'ONI. Parmi ces chiffres, plus de 8 millions ont plus de 18 ans, des personnes en âge de voter. Et chaque année, à chaque échéance électorale, nous fournissons les données des personnes en âge de voter à la CENI à l'effet d'élaborer la liste électorale, de l'actualiser, de l'adapter face à l'échéance électorale projetée. C'est en cela que nous nous réjouissons d'avoir reçu l'équipe de la CENI qui a permis de voir un peu le dispositif de contrôle, le dispositif de production, de contrôle, le dispositif de confection des cartes nationales d'identité et des passeports qui, nous espérons, a rassuré la CENI quant à la fiabilité des documents que nous produisons. Pour l'année 2021 qui vient de s'achever, l'Office national d'identification ONI a produit plus d'1 923 000 cartes nationales d'identité burkinabé. Le 5 janvier dernier, le Brassard Noir, mouvement de la société civile, a remis une lettre aux ambassades d'Allemagne et des États-Unis. Il demande à ces deux pays d'appeler à l'ordre les citoyens Ibrahima Maïga et Aminata Sawadgo, d'origine burkinabé. Pour le mouvement, les publications de ces deux activistes sur les réseaux sociaux sont de nature à saper les efforts dans la lutte contre le terrorisme et à faire l'apologie des groupes armés. Nous avons rencontré hier le président du mouvement pour comprendre davantage cette démarche. C'est avec Aboudroï Mienye. Très actif sur les réseaux sociaux, Aminata Sawadogo, connu sous le nom de Aminata Racho, et Ibrahima Maïga, deux Burkinabés vivant respectivement en Allemagne et aux États-Unis et ayant pris la nationalité de leur pays d'accueil, sont accusés de faire l'apologie du terrorisme et d'appeler à l'insurrection au Burkina Faso. C'est ce que relève le mouvement Brassard Noir, qui estime que les agissements de ces derniers sont inacceptables parce que portent atteinte à l'intégrité du territoire et sapent les efforts engagés dans la lutte contre le terrorisme. Ça fait un certain temps qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils s'attaquent au pays. Quand des activistes, des soi-disant activistes disent que donnent l'information sur un détachement militaire, sur une gendarmerie, pour dire que cette gendarmerie n'a pas de clôture, il y a le nombre d'éléments qui se trouvent dedans, le matériel qui se trouve dedans, non. Je vous prends un exemple. L'attaque de Seitanga. Un, deux, trois messages, ça dit qu'il y a eu une attaque et plus de 40 victimes. L'état-major général des armées était obligé, par un communiqué, de démentir. Est-ce que ça c'est bien? C'est face à ces agissements que le Brassard Noir a adressé une correspondance aux ambassades des États-Unis et de l'Allemagne, leur demandant d'interpeller leurs citoyens à se ressaisir.
nous avons dit que rappeler ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux et leur demander de ne pas permettre qu'ils utilisent leur sort, leur pays, si beau pays, pour faire l'apologie du terrorisme, pour être le relais des terroristes. Nous avons joué notre rôle constitutionnel. La loi nous permet, nous, organisation de société civile, de la veille citoyenne, d'attirer l'attention. Voilà. Et je dis souvent à des gens, qu'ils soient américains ou allemands, même s'ils avaient une autre nationalité interplanétaire, nous allons les interpeller. Aminata Racho et Ibrahima Maïga, même s'ils ont acquis respectivement les nationalités allemandes et américaines, le mouvement Brassard Noir estime que leur stratégie de communication est une trahison de leur pays d'origine. Tu vas te cacher derrière les réseaux sociaux pour souhaiter le pire, vouer une haine à ton pays. À la limite, c'est une trahison. Même s'ils se disent que ils sont des ressortissants américains et allemands, c'est une... Mais justement, s'ils sont plus de Burkinabés, mais qu'ils laissent notre pays tranquille. Qu'ils laissent le pays tranquille. Nous allons mener tranquillement notre guerre avec la participation des patriotes, des Burkinabés qui se sentent Burkinabés, des patriotes burkinabés qui sont restés. Nous allons accompagner nos forces de défense et de sécurité, nous allons accompagner nos VDP pour mener cette guerre tranquillement. Le président de Brassard Noir a souligné que l'ampliation de la déclaration adressée aux ambassadeurs a été faite au chef du gouvernement, au ministre en charge de la sécurité, des armées et des affaires étrangères. Il a par ailleurs invité les Burkinabés, y compris les hommes de médias, à adopter une communication de crise pour éviter de nuire aux forces engagées dans la lutte contre le terrorisme. À Bobo-Dioulasso, rejoint des Hauts-Bassins, la polémique a eu raison du monument représentant le Sulir sacré, symbole de la ville de Sia. Nouvellement dévoilé au rond-point de la mairie de Bobo-Dioulasso, cette représentation sera déboulonnée. C'est la décision prise par la commune en réponse aux critiques et aux autres remarques émises sur la qualité de l'œuvre depuis sa découverte. L'information a été donnée hier lors d'un point de presse. On retrouve sur place Joseph Koutkou. Suite à la vive polémique sur les réseaux sociaux et les réactions des Bobolais autour de ce monument représentant l'emblème de Bobo-Dioulasso, le bourgmestre de la ville sort de son silence. Il faut dire que ces silures, telles que présentées, est un silure émergent. Et un silure émergent, ça voudrait dire tout simplement Bobo sort la tête de l'eau et les silures, il a sauté de l'eau. Alors il se trouve que sa queue est toujours implantée, n'est pas totalement sortie de l'eau. C'est pour ça qu'on ne voit pas la queue et ça signifie tout simplement Bobo en devenir Bobo émergent. Aujourd'hui, la polémique qui entoure cette affaire, nous sommes, personnellement je suis surpris parce que nous avions reçu des félicitations des Bobolais de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont trouvé qu'on a réalisé une infrastructure quand même très représentative de la ville. Alors, ces derniers temps, je pense que des gens sont venus de façon intentionnée prendre la photo de profil. Vous voyez les silures de ce côté, quand tu regardes, c'est bien présenté par là. Alors, il se trouve que la personne a dû prendre de l'autre côté et travailler, comme vous le saviez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a travaillé la photo pour présenter autre chose aux populations. Et nous avions un jeune qui est venu aussi prendre le monument de son bon côté et qui a su le présenter. Et en ce moment, les gens nous ont appelés, les personnes bien sensées, pour dire mais la présentation qui a été faite réellement, et pourquoi nous n'avons pas communiqué là-dessus. Nous avons dit voilà, c'est comme ça, on ne voulait pas tout simplement polémiquer. Au regard des différentes interpellations, la mairie a pris la décision de faire reprendre le monument. La commune a réalisé ce rond-point au profit des populations. C'est pour donner la joie, c'est pour vraiment rendre Bobo belle. Si vous réalisez une œuvre pour la population et que cette population, par des interprétations que je me garde de juger, alors trouve que ça peut un peu gêner certaines personnes, alors je pense que nous allons travailler à revoir ça, à savoir enlever ce monument pour le remplacer par les silures emblèmes même de la ville. Pourquoi ériger un monument représentant un silure à la place Daniel Ouezin Koulibaly? La raison est toute simple selon le premier responsable de la commune. La maquette qui nous a été présentée avait donné un silure pipable sur cette forme, c'est vrai. Et
c'est après discussion qu'on a trouvé qu'il fallait avoir un cellule émergent pour que ça puisse sortir. Bon, ça pouvait être aussi le bus de Daniel Wenzen Koulibaly. Il n'est pas dit qu'à toutes les places, il faut forcément mettre. Peut-être ce sont des propositions un jour, même si c'est des effigies, quelque part, l'effigie, on peut le mettre quelque part à l'intérieur. Ça ne gêne pas l'emblème qui représente tout le monde. Et le maire de préciser que contrairement aux rumeurs propagées sur la toile, les 70 millions de francs CFA ne correspondent pas au coût de la réalisation du monument, mais le montant total du budget alloué à l'ensemble des travaux sur la place Wenzen Koulibaly. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour féliciter l'entreprise en charge de la réalisation des infrastructures. Au Soudan, au moins 2 personnes ont été tuées jeudi lors de manifestations contre le régime militaire dans diverses régions du pays. Un bilan qui porte à 60 le nombre de manifestants tués depuis le début des mouvements de protestation hostiles à l'armée en octobre dernier. Ces manifestations qui appellent à un régime entièrement civil ont connu un regain après la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok. Des dizaines de Soudanais dans la rue réclamaient le retour du pouvoir aux civils depuis que le Premier ministre Abdallah Hamdok a démissionné le 2 janvier dernier. Jeudi, ces rassemblements étaient visibles dans la capitale Khartoum. Les manifestants ont tenté de se rapprocher du palais présidentiel et du QG de l'armée avant d'être repoussés par les tirs de gaz lacrymogène. Hors de la capitale, les Soudanais ont manifesté à Port-Soudan dans l'est, à Atbara dans le nord et à Wad Madani dans le sud, selon des témoins. Depuis quelques semaines, les militants pro-démocratie qui avaient participé au soulèvement populaire contre l'ancien président Omar el-Béchi multiplient les appels à la révolte contre le pouvoir militaire du général Al-Bourhan. Ce dernier a refusé une médiation de l'Union africaine dans la crise qui secoue son pays, plébiscitant des solutions internes. Pour ce qui est du remplacement de l'ex-premier ministre, l'armée dit avoir la capacité de protéger la transition jusqu'à l'établissement d'un état civil démocratique au Soudan. En attendant, la rue continue de gronder au Soudan. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été fidèle à toutes ces éditions de 13h de la semaine. Merci à l'équipe de réalisation de cette semaine. On se retrouve très prochainement dans d'autres sessions d'information. Prenez toujours soin de vous et bon week-end.